J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir dans la série d'entretiens avec les membres du gouvernement le ministre du Pétrole, Dr Sahabi Oumarou. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler au cours de cet entretien de votre lettre de mission à la tête du ministère du Pétrole. Un ministère dont nos concitoyens portent un réel intérêt car l'exploitation du pétrole qui a vu le jour depuis novembre 2012 a suscité énormément de l'espoir chez les Nigériens qui ont pensé que le brut nigérien allaient améliorer leurs conditions de vie. Mais que dalle, car nos compatriotes, monsieur le ministre, attendent toujours une meilleure amélioration de leurs conditions de vie qui tardent à venir. Alors, question, monsieur le ministre, l'exploitation du pétrole au Niger, dont les activités ont démarré, je le disais tantôt, depuis novembre 2012, suscite énormément de l'espoir chez les populations qui aspirent à un changement qualitatif de leurs conditions de vie. Pouvez-vous nous faire l'état des lieux de l'exploitation du pétrole nigérien depuis 2012 à ce jour et l'espoir est-il toujours permis aujourd'hui, monsieur le ministre? Merci en tout cas pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de ce secteur combien stratégique, combien vital à l'économie nigérienne. Mais permettez-moi, avant de répondre à votre question, de réitérer toute ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président du Conseil national pour la patrie, chef de l'État, pour la confiance placée en moi. Je mesure en tout cas la gravité, la charge et l'attente des Nigériens qui est grande. Je peux peut-être rappeler, comme vous l'avez dit, la lettre de mission qui m'a été confiée par son Excellence Monsieur le Président, qui tourne autour de 3 axes majeurs. Premièrement, il s'agit de renforcer le dispositif d'encadrement des ressources pétrolières et gazières afin d'optimiser leur contribution à l'économie nationale. Deuxième axe, définir un cadre propice aux investissements pour diversifier l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Troisièmement, mettre en place un dispositif de mesure de résultats, d'évaluation et de performance des actions du ministère. Peut-être avant de répondre également à votre question, je voudrais un peu préciser. Quand on parle du secteur pétrolier de façon générale, on fait allusion à 2 ensembles. Il faut distinguer entre le secteur pétrolier dit amont et le secteur pétrolier dit aval. D'accord. C'est quoi l'amont? L'amont regroupe toutes les opérations de prospection, de recherche, de développement, d'exploitation et des travaux d'abandon, ainsi que le transport par canalisation. Le code pétrolier régit l'amont. Donc aujourd'hui, nous avons 4 opérateurs qui sont sous contrat PVP, CPP, à savoir l'opérateur le plus ancien, la CNPC, les Chinois. Les Chinois. Ensuite, on a les Algériens, CIPEX, on a les Anglais, Savannah, et dernièrement, notre géo national, la SUNDEP, à qui le chef de l'État, en tout cas dans son élan patriotique, a changé, modifié le rôle et la place de la SUNDEP dans le secteur pétrolier. Quant au secteur pétrolier aval, il regroupe toutes les opérations de raffinage, d'importation, d'exploitation, de transport, de stockage, de distribution et de consommation de produits pétroliers. Maintenant, pour revenir à l'état de lieu en tant que tel, ce que j'ai compris, en tout cas les 6 mois que
je suis à la tête de ce ministère. Ça fait 6 mois seulement, hein? 6 mois. Ah oui, d'accord. Ce que j'ai compris, il y a des enjeux qui sont majeurs. Le premier enjeu est contractuel, puisque tout se base sur le contrat. C'est-à-dire que c'est au stade du contrat, quand on négocie, que chacun des parties doit être armé, vigilante pour défendre ses intérêts. Le second enjeu, c'est le suivi. Puisque quelle que soit la qualité du contrat, le contenu de la loi, si vous n'avez pas des cadres, des agents avertis, engagés, compétents, engagés, tout serait perdu. Il faut qu'il y ait des répondants qui aient une vision vers un résultat. Donc, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, depuis 2012, pour ne pas 2011, en 2025, on a commencé à produire, à raffiner depuis 2011. 3 éléments majeurs caractérisent cette période-là. D'abord, le premier élément, on a une production qui est en croissance. Une production pétrolière qui est en croissance. Cet accroissement est lié à plusieurs facteurs. Donc, entre autres, l'exploitation de plusieurs gisements, 112 gisements, par le consortium État du Niger. 112 gisements. Mais de manière progressive. 112 gisements. Par le consortium composé de la CNPC, d'OPIC et de l'État du Niger. Voilà un peu le premier facteur qui explique un peu l'accroissement de la production. Ensuite, on a un pipeline export d'une distance de 950 km. Ouais, 1950 km. De 1980. C'est à terre, il y a 30 km en mer. D'accord. Ça, c'est en terre et en mer. Ensuite, on a un pipeline domestique qui relie Goumeri à la Soraz, de 462,5 km. Voilà un peu le premier facteur qui explique un peu la production du pétrole au Niger. Les 15% que le Niger a dans ce partage de contrat, est-ce que c'est justifié objectivement? Ou bien il y a eu un souci au niveau des négociations? Il faut dire que le code pétrolier a prévu que l'État du Niger pouvait être porté à 20%. C'est-à-dire, comme je dis, il y a tous les 3 actionnaires. Au départ, d'ailleurs, il y avait deux actionnaires. L'État du Niger, la CNPC. Donc, après, le Taïwanais est entré dans le capital. Donc aujourd'hui, le Niger a 15%. Il est porté à 15%. Okay. Il aurait pu être porté à 20%. Et on va revenir sur... Susceptible d'évoluer. Oui, les 15% pouvaient un peu renégocier. Soit à 20%. Ça peut aller au-delà de 20%. Okay. Mais actuellement, les deux, 15%. Ils sont portés. Voilà un peu la situation. Pour ce qui est de ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la mise en place d'un cadre législatif, réglementaire et contractuel attractif. Puisque, comme vous le savez, depuis 2007, on avait un premier code pétrolier de 2007. Ensuite, en 2017, il y a un nouveau code qui est beaucoup plus attractif, qui confère aux titulaires une durée de 25 ans minimum pour exploiter, 10 ans pour des recherches, on a promis l'arbitrage, il y a beaucoup d'exos, bref, en tout cas on a tout un ensemble de cadres qui permettent, ou qui encouragent, ou qui incitent les investisseurs à venir investir dans le secteur pétrolier au Niger. Le troisième facteur, c'est qu'il faut dire que le Niger regorge de potentialités pétrolières. Nous avons beaucoup de potentialités. Notre sous-sol regorge de beaucoup de potentialités. Vous ne parlez 90% de notre sous-sol. Des potentialités mises en évidence. Mises en évidence. Pratiquement 90% de notre sous-sol est recouvert de sédiments. Deux grands bassins sédimentaires. Le premier bassin, qui est le bassin oriental, le bassin du Tchad et du Diado. Le deuxième bassin, c'est le bassin occidental, le bassin du Limanding. Et maintenant, on exploite quoi? Combien? Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons 4 opérateurs, comme vous l'avez dit. La CNPC, le consortium CNPC Niger OPIC, il y a Savannah, CIPEX
et la SONDEP. Donc aujourd'hui, en termes d'exploitation, c'est seulement la CNPC qui est en train d'exploiter. En revanche, les autres sont à la phase de recherche. Voilà. Les défis sont multiples. Le premier défi qu'on doit relever, c'est le faible taux du contenu local. Un faible taux du contenu local. C'est-à-dire? Voilà une manne pétrolière, une richesse que Dieu nous a donnée. Mais que dans les faits, nous en profitons peu. Évidemment. D'abord, en termes de retombées pour le budget national. Deuxièmement, en termes d'employabilité des Nigériens. En termes d'emploi décent pour les Nigériens. Et en termes de prestations pour les entreprises nigériennes. Donc, en somme, c'est vrai que l'activité nous rapporte de l'argent, mais on aurait dû avoir plus. Et comme vous l'avez dit, les Nigériens avaient fondé beaucoup d'espoir. Ah, ils ont fondé beaucoup d'espoir. C'est-à-dire, il y a un paradoxe. Ouais. Qui est là? Nous sommes un pays pétrolier, nous produisons du pétrole, mais hélas, dans les faits, ça n'a pas modifié fondamentalement notre situation. Pourquoi ça n'a pas modifié cette situation et où passe cet argent? Parce qu'il y a de l'argent dedans. Oui. Voilà, où passe cet argent? Voilà. Conformément au contrat, quand on produit un baril, quelle est la part du Niger? Le premier revenu qu'il faut enlever, c'est ce qu'on appelle la redevance ad valorem, qui est 12,5%. La redevance ad valorem, qui est 12,5%. Ensuite, les 70% sont destinés à la cost oil, au paiement, au remboursement des coûts pétroliers engagés par l'opérateur de la phase de la prospection, aux recherches, développement, exploitation. 70%. Les cost oil, qui sont des coûts pétroliers récupérables. Ensuite, il reste 30%. De 30%, l'État du Niger enlève 40%, ce qu'on appelle la taxe oil. La taxe oil. Les 30% qui restent là, il est déjà à 30%. Et dans les 60% des 30%, il est déjà à 15% en tant que co-titulaire. Voilà un peu de manière ramassée ce que rapporte l'État du Niger un baril. C'est trop technique pour la compréhension de nos téléspectateurs, ce que vous venez d'expliquer, monsieur le ministre. Autrement dit, autrement dit, quand on produit un baril, le Niger gagne combien? Donc quand on est porté, on a 25,36%. 25,36% de la production, quoi. Du baril, quoi. Alors que quand on n'est pas porté, ça fait 34,55%. C'est-à-dire en termes du brut, en termes du baril qui est produit. Pourquoi? Voilà. Dans le cadre de la gestion pétrolière, les trois actionnaires, à savoir, comme je le disais, l'État du Niger, OPIC, les CNPC, il y a un contrat d'association en vertu duquel les autres trois parties mandatent ou délèguent, désignent un opérateur pour agir à leur nom et pour leur compte, la CNPC. Or, il se trouve que, à l'épreuve des faits, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de dépenses. Le rapport d'audit le rappelle assez souvent. Il y a beaucoup de dépenses que l'opérateur considère à tort comme des coûts pétroliers récupérables, mais qui ne le sont pas. Le cost oil, comme je l'ai expliqué, les coûts destinés au remboursement des investissements d'exploitation, c'est ça qui impacte négativement sur notre quote-part. Il y a beaucoup de dépenses artificielles, il y a beaucoup de facturation, il y a beaucoup de... bref, ça impacte négativement sur notre part. D'accord. À quand peut-on espérer vraiment l'appropriation par le Niger de cette raffinerie pétrole? On parle de délai de remboursement. La raffinerie? Oui, la raffinerie. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, le coût est de 895 millions de dollars, sur lesquels aujourd'hui il reste à rembourser 57 milliards de francs CFA. Donc cette année, semble-t-il, ils vont rembourser 57 milliards. Donc il va rester que 50 milliards à rembourser. Arrêtez ici, la CNPC
à une double qualité. Actionnaire majoritaire et créancier. En même temps. En même temps. C'est 60-40. L'État du Niger est actionnaire à hauteur de 40%. Donc nous sommes actionnaires majoritaires. Tout récemment, ce que vous l'avez remarqué, j'étais à la SORAS. En octobre dernier, j'ai participé à l'AG de la SORAS. Justement, au niveau parmi les points que nous avons demandé, enfin, nous avons inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale, c'est d'abord la grille salariale. La grille salariale. Et ensuite, le plan pour nigériser les postes. Ouais. Donc là, j'avais instruit le DG pour soumettre au conseil d'administration une grille uniformisée de salaire. Voilà un point commun à tous les opérateurs. La CNPC internationale, qui est actionnaire majoritaire à la SORAS, CNPC NP et à OPCO, a signé des conventions de détachement des agents expatriés auprès de ces trois sociétés-là. Donc aujourd'hui, les sociétés, les expatriés sont employés par ces sociétés, mais ils ne sont pas employés de ces sociétés-là. C'est le statut d'expatrié qui pose problème. Voilà, c'est-à-dire, ils sont employés par ces sociétés, mais ils ne sont pas employés de ces sociétés. Autrement dit, l'expatrié. Ils ne sont pas comptés dans l'effectif. Voilà l'effectif. Et que la Convention dit qu'ils n'ont pas de contrat de travail avec SORAS, par exemple. Donc ils ne sont pas payés par la SORAS. Ils sont payés par la SORAS. Mais à disposition par l'actionnaire majoritaire de la CNPC. Or, ce que nous avons écrit, ça semble un peu compliqué, ça. Non, on a écrit à la CNPC pour dire que cette convention est illégale. D'abord, pour la SORAS, cette convention est prise en voiture du pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires qui a été signé entre l'État du Niger et CNPC. Or, ce pacte dit que l'actionnaire CNPC s'oblige à la demande de la société à mettre à disposition du personnel technique, du personnel de gestion, des ouvriers et techniciens conformément à la règle en vigueur au Niger. Or, la convention de détachement n'est pas conforme à la convention de détachement. Donc en tout cas, nous avons écrit pour dire que cette convention est illégale. C'est le point d'achoppement. Voilà. D'accord. Et ensuite, pour revenir à ça, c'est quoi la conséquence? Comme ils ne sont pas agents, nous avons demandé d'harmoniser. Okay. Or, comme il y a un seul personnel, il n'y a rien à harmoniser. Bien sûr. Pardon? On a dit il faut uniformiser la grille. Bon, comme ils ne sont pas agents, et ce qui est. Bon, c'est ce qu'on dit, mais ils sont agents. Mais la société, elle est au Niger. Elle est au Niger. Voilà, elle est au Niger. Elle est installée Et au Niger. ce qui est assez curieux, quand on regarde, en tout cas, l'audit fait par le cabinet, a établi que en 2023, le salaire moyen d'un expatrié est de 8 378 $. Le salaire moyen. Alors que pour le Nigérien, c'est 658 $. D'accord. En 2024, où on a cru devoir ajuster, augmenter le salaire du Nigérien, le salaire moyen de l'expatrié est de 8 678 $, alors que celui du Niger est de 1 200 $. C'est pour dire qu'en fait, jusqu'à présent. Or, voilà l'enjeu fondamental. Si on veut attirer les jeunes, les diaspora, qui nous suivent, ils veulent même venir. Tout à fait. Mais ils veulent venir peut-être en qualité de prestataire, mais pas en tant que employé, parce que bon, c'est pas... Ça pose problème. D'accord. Monsieur le ministre, avant d'aller à l'autre question, il y a deux petites questions que je voulais poser, parce que vous allez parler de nigérisation au niveau de la SORAS. Et aujourd'hui, on sait tous les documents qui sont là, c'est en chinois, alors qu'ils devraient normalement être traduits depuis l'installation en français. Ça n'a jamais été fait jusqu'à la date. Puisque j'ai eu l'occasion de visiter cette raffinerie, les documents sont encore en chinois. Comment on peut nigériser ces postes avec des documents en chinois? Ça, c'est la première question. Et parlant toujours de la SORAS, parce que vous avez expliqué les conditions, on peut dire aujourd'hui que le contrat de la SORAS a été mal négocié ou pas?
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, vous avez à la SORAS 442 Nigériens, 129 expatriés. Oui, tout à fait. Nous avons posé la question. Les expatriés continuent à occuper les postes clés. Oui, jusqu'à aujourd'hui. À savoir la gestion, Voilà. la production et la maintenance. C'est-à-dire, bon, on peut dire que nous sommes nombreux, c'est pas mauvais en soi. Mais véritablement, les Nigériens ne peuvent pas, à eux seuls, gérer une raffinerie dans ces conditions. On n'a pas encore d'expertise. Oui, on n'en a pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs... Parce qu'on n'a pas voulu. Et c'est pourquoi d'ailleurs... On n'a pas voulu, monsieur le ministre. De bonne heure, j'ai compris ce problème. Voilà pourquoi, en ce moment, quand j'étais parti en Algérie, j'ai sollicité l'appui de l'Algérie pour nous accompagner dans le transfert de compétences. Puisque l'un des enjeux, même si on n'a pas de si on a le savoir-faire, c'est déjà bien. Ce qu'on avait, avec l'arrivée des Algériens, on a reçu au moins deux, trois délégations cette année, ce qu'on avait convenu avec eux, c'est d'envoyer 39 agents à la SORAS. Donc nous avons demandé à la SORAS, comme on a compris que si on s'en tient au programme, à la formation qui est donnée par la SORAS elle-même, il n'y aurait jamais de réel Monsieur le ministre, comment on peut expliquer 13 ans après, parce qu'on est en 2025, que jusqu'ici ces documents qui devraient être traduits en français ne l'ont pas fait, c'est un chinois. Comment on peut expliquer ça? Ça fait 13 ans aujourd'hui. Oui. Donc, justement, voilà. Avant de continuer, j'allais continuer. Oui. Donc les Algériens nous ont répondu. Sur les 39 postes, les 23 n'ont pas de profil. Parce qu'en réalité, c'est vrai que nous sommes un peu en partie de sable. Hein. C'est-à-dire, le recrutement n'est pas fait sur des bases de compétences. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tant qu'il n'y a pas de problème, bon, ils peuvent continuer à travailler, mais le jour où il y a le moins de problèmes, ils peuvent rien faire. En répondant à votre question, justement, nous avons posé la question. Toutes les données comptables, financières, le logiciel sont en chinois et pilotés depuis la Chine. Depuis la Chine. Voilà. Et en chinois. Et c'est normal. Nous avons posé la question à quelqu'un. Est-ce que c'est normal ça? En tout cas, là-bas, la SORAS, personne ne peut. Ah, c'est pas normal. Voilà. Voilà pourquoi les Algériens nous ont dit la même chose. Ils ont construit une raffinerie similaire. Hein. Tout était en chinois. Mais ils ont tout modifié. Ils ont tout modifié pour amener en arabe. Ce que nous, on n'a pas fait ici. Parce que pourtant, c'est écrit dans le contrat qu'on devrait normalement traduire ces documents en français. Oui. C'est noir et blanc dans le contrat hein, que moi j'ai eu l'occasion de voir. Oui. Mais ça n'a jamais été fait. Donc, vraiment, c'est pour dire que l'enjeu pour nous, c'est d'abord le savoir-faire. Donc les Algériens sont disposés à recevoir. Vous voulez dire qu'on est en situation de faiblesse pour le moment? En tout cas, à ce niveau-là, c'est une évidence que tout le monde connaît. C'est qu'on va envoyer les 39 agents en stage d'immersion. Il y aura une grande maintenance le 20 avril. Donc, idéalement, ils vont passer un mois avant la maintenance. Quoi. Ils vont faire un ben à l'IAP. Ensuite, ils vont un peu suivre l'expérience avant de participer à la grande maintenance. Peut-être 2 mois. C'est pas plus concret de le faire sur place? Possible de le faire, mais peut-être on va le faire dans un second temps. Parce que ici, on parle de maintenance. D'accord. En fait, notre maintenance, c'est l'année prochaine, en 2026. Donc, ils vont voir les principes, la feuille de route, la méthodologie et les exigences de la maintenance. Ils ont fait plusieurs fois la maintenance, mais ils auront un autre regard. Mais c'est que prochainement, on fera appel aux partenaires pour les former sur place. Ça qui est, dans un premier temps, il faut qu'ils voient un peu comment ça se passe ailleurs. Quoi. Cette raffinerie a été mal négociée et on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas mis les intérêts du Niger au-devant. Et pour arriver à ce résultat, monsieur le ministre. Peut-être c'est après coup qu'on découvre. Voilà. Oui. Mais ça a été fait sciemment, selon vous? C'est fait sciemment? C'est pour préserver certains intérêts, c'est ça? Peut-être que, initialement, on peut dire que nous étions des profanes. Voilà. Bon. Peut-être avec un recul. D'accord. Mais il faut reconnaître que le montant a varié. Hein. Bon, c'est peut-être que le montant a varié. Mais aujourd'hui, comme je l'avais dit, le montant définitif est de 895, 890, 80 millions de dollars. Et qu'on a remboursé, il reste 50 milliards à
à rembourser. Oui, tout à fait. Cette année, on va rembourser 7 milliards. Il va 50 milliards. D'accord. Voilà. Pour rester dans cette même logique, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique la rétro-pédalage par rapport au contrat de l'exploitation ou de l'usine pétrochimique de Dosso? En vérité, peut-être il y a eu une mauvaise communication. Le projet de la raffinerie de Dosso, qui est un des projets quand même emblématiques, pour diversifier l'approvisionnement, la disponibilité des produits raffinés à la fois aux Nigériens et aux pays amis. En fait, ce projet, comme je l'ai dit, il y a une mauvaise communication. Pourquoi on a fait appel aux Algériens? Puisqu'on s'est rendu compte que le pilotage de la raffinerie elle-même, le projet, son montage, sa conduite, exige beaucoup de recul et de compétences. Peut-être que à l'antenne qu'on n'a pas. Donc voilà pourquoi nous avons demandé le secours des Algériens pour nous aider en termes d'expertise. C'est important parce que initialement, ce que vous l'avez remarqué, le modèle initial c'était une raffinerie modulaire. Quand on est sorti, quand on était parti en Inde, et à l'arrivée des Algériens, nous ont dit que ça c'est pas un bon modèle. C'est pas un bon modèle. Donc la raffinerie modulaire est conçue pour des petites réserves qui se puissent mettre en 1 an, 2 ans et qu'on peut démonter. Donc c'est pas adapté au projet structurant qui est le nôtre. Ils vont nous aider, nous personnes publiques, nous État, pour le montage nous-mêmes. Lorsque l'étude de faisabilité sera élaborée, qu'ils ne soient capables quand même d'analyser, que nous puissions être capables de poser des bonnes questions. Voilà pourquoi on a fait appel aux Algériens. Et ensuite, à mon arrivée, je me suis rendu compte que le MELEC du Niger n'a pas une analyse indépendante par rapport à celle du partenaire. Donc voilà pourquoi, dès mon arrivée, on a envoyé le brut dans un laboratoire algérien et aujourd'hui on a des résultats sur la qualité du MELEC. Et c'est une bonne nouvelle. Nous avons un bon produit, moins soufré, et avec lequel on peut raffiner tout ce qu'on veut. Sur la raffinerie elle-même. Donc, comme vous le savez, nous avons signé un MOU avec l'entreprise Zimar. Zimar, voilà. Pour parler de Zimar. Zimar. Voilà. C'est quoi l'objet du MOU? Zimar va d'abord élaborer une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité doit être soumise aux services compétents de l'État qui vont évaluer. D'accord. Voilà. Après, si l'État estime que les éléments sont convaincants, les garanties de financement sont données, on va au contrat avec Zimar. D'accord. Pour le moment, en fait, nous n'avons pas de contrat avec Zimar. C'est pas un contrat, on n'a pas signé un contrat avec Zimar. C'est quoi, non? C'est qu'il faut préciser. C'est quoi, non? Puisqu'on a vu la cérémonie où vous étiez en fait, sur la table c'était un MOU. Voilà. C'était un MOU, quoi. Qui engage le Niger? Non, mais il n'est pas engageant. Les MOU, c'est clair, hein? Il n'est pas engageant. Okay. À tout moment, chacune partie peut se délier sans dommage, sans garantie. C'est pas un contrat, on n'a pas signé de contrat avec Zimar. Voilà, c'est une précision très importante à donner. D'accord. C'est ça la réalité. Hein? Non, on est d'accord. Parce qu'on pensait comme par le passé, les gens se précipitent sans vérifier pour signer un contrat et on sait c'est quoi les dessous de ce contrat. En réalité, ce qui ici, ce qu'on perdrait ici, c'est le temps. Il n'y a pas de garantie. Hein? Et c'est clair qu'à tout moment, chacune partie peut se délier sans dommage, sans recours. Okay. Zimar a fini l'étude de terrain. Donc la phase terrain, les travaux sismiques, géophysiques, hydrauliques, topographiques. Donc maintenant, il reste la faisabilité financière. Et ensuite, il y a un autre défi d'ailleurs, peut-être que très souvent les gens oublient. Nous voulons, pour qu'il y ait une raffinerie, il faut qu'il y ait du brut à raffiner. Or, ce brut-là, bien sûr que nous ne comptons pas sur notre quote-part du brut pour le raffinage. Nous espérons que la SONDEP va
développer Tout à fait. et produire. Jusqu'au jour où Sondep aura produit, nous serons obligés d'utiliser notre quote-part du brut, du Melec. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons approcher nos partenaires pour discuter avec eux sur les conditions et les modalités de mise à disposition de notre quote-part du brut à la raffinerie. Donc nous avons mis en place un comité qui a réfléchi déjà sur les implications contractuelles, juridiques et économiques. Puisque le contrat pipeline, on s'est entendu avec CNPC pour acheminer notre quote-part. Donc aujourd'hui, si demain on décide de récupérer notre part à Dosso, quel serait le sort, la rentabilité du contrat initial? Le moment venu, on va approcher le partenaire pour demander, voilà, nous allons utiliser notre quote-part pour raffiner. C'est bien dit, monsieur Ousmane. On va poursuivre cet entretien, monsieur le ministre. Concrètement, quel est l'apport du pétrole dans notre budget national et plus généralement dans notre économie? Il faudrait quand même que le pétrole a été un facteur de résilience. Parce qu'imaginez, au lendemain des sanctions injustes et injustifiées qui tendaient à nous punir si on n'avait pas de pétrole. Dieu merci. Qu'est-ce qu'on va faire, Dieu merci. En tout cas, le fait qu'on soit autonome sur ce plan-là, bien sûr, en tout cas, a servi à beaucoup de choses. En tout cas, nous a préservé Dieu merci. Ensuite, c'est un facteur d'intégration. C'est une garantie de survie. De survie, voilà. Et c'est un facteur d'intégration de la mesure où, certainement que vous l'avez remarqué, nous avons conclu avec le pays, donc les pays AES, enfin le Burkina, le Mali, le Togo et le Tchad, une convention où laquelle on leur vend à un tarif préférentiel le gasoil. Donc voilà, donc c'est vraiment, nous sommes producteurs et nous sommes solidaires. En 2020, cette pétrolière représentait pratiquement 2,96%. Puisqu'on avait 64,1 milliards de francs CFA. En 2024, on a 248 milliards de francs CFA. En 2024. 2024. D'accord. Et les perspectives sont bonnes. Puisque à l'horizon 2028, ça va augmenter. Ça va représenter peut-être de 3 à 25% du PIB. Maintenant, sur l'économie, en termes d'emploi, direct et indirect, rien que les 3 opérateurs, par exemple, c'est-à-dire à la CNPC, nous avons 409 Nigériens qui ont un emploi permanent. À la Soraz, on a 442 Nigériens qui ont un emploi permanent. Et à WAPCO, on a 405 Nigériens qui ont un emploi permanent. C'est-à-dire l'emploi direct. D'accord. Mais si il y a des emplois indirects, et ensuite il y a les sous-traitants. Ensuite, pour les prestations de services, c'est vrai que c'est là qu'on a péché. Puisque selon le rapport d'audit, c'est presque 85% des marchés sont captés par les sociétés étrangers. Par les Chinois. Par les Chinois. Pour dire les choses. Voilà, les Chinois. Parce que même les manœuvres, ceux qui balaient, c'est des Chinois, monsieur. Donc, voilà. Donc, comment on peut expliquer ça? 85% des marchés sont captés par les Chinois. Voilà. Donc on a 10 à 12%, 10 à 15% maximum des marchés qui reviennent aux Nigériens. En fait, comment l'expliquer? Même les manœuvres, il faut qu'on prenne des manœuvres de la Chine pour amener au Niger. Oui, en fait, oui. On peut expliquer ça? Donc je vais revenir sur ça. Ok. Le contrat d'association entre l'État du Niger, la CNPC, NP et OPIC. Donc nous avons délégué, nous avons donné mandat à l'opérateur CNPC pour agir en nos noms. Et on a fermé les yeux. Nous sommes en train de mettre des mesures pour y remédier. Donc nous sommes titulaires. Nous avons délégué à l'opérateur. Cela veut dire quoi? Chaque année, nous ne sommes pas au stade de la production de l'information. L'expression des besoins. C'est-à-dire la vraie information, quoi. Nous ne savons pas comment elle est produite. Et en aval également, nous ne savons pas comment ça a été exécuté. Donc nous intervenons à un niveau intermédiaire. Avant le 30 septembre, donc l'opérateur nous envoie le programme et le budget pour l'année suivante.
Donc à travers des comités, des sous-comités techniques, des comités techniques, des comités de gestion, des comités d'association. Il y a un dialogue qui s'opère. Mais vous n'avez pas les moyens d'apprécier la pertinence des données. C'est ce qu'on n'a pas fait. Et évidemment, ce qu'on aura à dire pour valider le budget lui-même, c'est théorique. C'est vrai que théorique, le budget est théorique. C'est vrai qu'en amont, comme je l'ai dit, on n'a pas participé à son élaboration. D'accord. Parce qu'on n'a personne au niveau de la gouvernance. Et en aval également, ce qu'on va faire, c'est que, à l'image de l'autre opérateur, au PIC, l'autre titulaire, au PIC qui a 20%, il a 4 agents au niveau de postes clés. Donc nous aussi, nous allons demander, nous allons envoyer des techniciens rompus, compétents et intègres. C'est ça le défi, hein. Qui seront à toutes les phases, à la production de l'information et à l'exécution du budget. 3 ans, 4 ans, quand il y a audit, on dit qu'on a fait telle dépense. En fait, voilà le problème. L'un des problèmes, comme je l'avais dit, c'est le coût pétrolier récupérable. C'est quoi le coût pétrolier récupérable? Ce sont des dépenses, comme on l'a dit, ce sont les dépenses encourues par l'opérateur en exécution du contrat. Or, la notion du coût pétrolier récupérable est définie par la loi, par le coût pétrolier. Il s'agit des dépenses de prospection, les coûts de recherche, les coûts de développement et les coûts d'exploitation. Oui, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc, malheureusement, dans les faits, il y a beaucoup de dépenses que l'opérateur, tous les dons, les moutons, les... Monsieur le ministre, on revient à la question fondamentale. Hein, le contrat a été mal négocié. C'est pas sociétal. Hein. Justement, si c'est sociétal, il n'y a pas de problème. Non, si le sucre qui était aux gens était toute la RSE, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, c'est des coûts pétroliers récupérables. Vous avez tout à l'heure donné les chiffres hein, que génère l'exploitation du pétrole. Hein, ça, on a vu en 2020 et en 2024, comme vous avez dit. Oui. On a vu c'est des milliards. Hein, mais en ce moment, eux, les Nigériens, là, ils n'ont rien vu. Hein, ils attendent toujours. Ça n'a rien changé dans la vie des Nigériens. Voilà. Comment on peut expliquer ça? Puisque vous l'avez dit. C'est des milliards que ça a généré. Mais où est passé ça? Pourquoi ça n'a pas eu un impact sur les Nigériens, la vie des Nigériens? En réalité, oui. Comme vous l'avez dit, nous produisons du pétrole. Nous aurions pu gagner plus. Parce qu'il n'y a pas un bon suivi des opérations pétrolières par l'État du Niger. Il y a beaucoup de dépenses. D'ailleurs, le cabinet d'audit a rejeté des montants à hauteur de 484 millions de dollars. Ah oui. C'est fait sciemment. Comme des coûts que l'opérateur a à tort considérés comme étant des coûts pétroliers récupérables. D'accord. Non justifiés. Non justifiés. Voilà. Ensuite, il y a double imputation. Double imputation. Oui. Double imputation. C'est-à-dire, quand vous regardez les Chinois, bien sûr. Pour parler d'eux, ils sont logés et nourris. Mais quand vous regardez leur état de paiement, c'est des indemnités de logement. Voilà. Il y a une double prise en charge. Ensuite, il y a un problème, c'est le frais de siège. Les frais de siège. Chaque année, l'opérateur à qui nous avons délégué le pouvoir prend 2% du budget, mais chaque année, à chaque fois qu'il y a audit, l'auditeur dit que ce n'est pas justifié. Soit le montant est dépassé, soit que les dépenses ne sont pas justifiées. C'est quoi les frais de siège? Ça n'a jamais été corrigé. Oui, en fait, ce que nous avons besoin de faire, c'est quoi les frais de siège? Peut-être que là-bas, au siège de la CNPC, au Pékin et ailleurs, il y aurait des gens qui sont en train de travailler, pour le compte du Niger. Que vous ne savez pas? Qu'on ne sait pas. On n'a pas la preuve du contrat, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est le volume horaire. Et en ce moment, il y avait toujours un ministère du pétrole qui est là. Oui. Voilà. Donc, nous avons l'intention d'organiser une mission au siège pour vérifier la réalité de ces dépenses-là. Il ne fallait pas commencer par là? Peut-être que, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord connaître pour agir.
Nous avons 6 mois. Au fur et à mesure que nous découvrons les choses que nous, progressivement, nous allons corriger. Monsieur le ministre, quels sont les points saillants de notre politique pétrolière et dites-nous quelles sont les mesures prises pour renforcer le dispositif d'encadrement de l'exploitation du pétrole nigérien et des ressources qui en sont issues. À quand une véritable réforme du code pétrolier pour prendre en compte les intérêts de notre pays et l'adapter à nos réalités? En 2018, on a élaboré une stratégie nationale de promotion pétrolière qui repose sur 4 axes. Donc, bientôt, on va la réviser, nous avons l'intention de la réviser, cette stratégie-là. Le premier axe, c'est développer assez rapidement la production, enfin, accroître la production pétrolière de manière accélérée. Puisqu'en réalité, c'est à travers la diversification des partenaires qu'on peut produire du brut. C'est ça la richesse, le brut. Si on a le brut, on peut soit le raffiner, soit l'exporter. Donc, ça c'est le premier axe de la stratégie. Le deuxième, c'est restructurer et assainir l'aval pétrolier. L'aval pétrolier qui aujourd'hui, du point de vue réglementaire, législatif et réglementaire, on n'a pas un code aval véritable. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui fait office du régime juridique appliqué à la matière, c'est l'ancienne loi de EDI de 1966. En 2014, il y avait une loi réglementant le raffinage, la distribution, le stockage des produits pétroliers, mais qui n'a jamais été appliquée parce qu'elle a pris des décrets qui nous ont été pris. D'accord. Donc aujourd'hui... Ça n'a jamais été pris. Oui, ça n'a jamais été pris. Nous avons l'intention de proposer un texte, une ordonnance qui organise le secteur pétrolier aval, qui n'est pas régi par le code pétrolier. Ensuite, maximiser les retombées économiques et sociales du secteur, notamment à travers la promotion du contenu local. Il y a une stratégie qui a été adoptée en 2022 sur le contenu local. Deuxièmement, refondre le cadre sectoriel. Une refonte globale du dispositif juridique institutionnel sur le secteur. Mais le défi numéro 1, comme je l'ai dit, c'est le suivi. Quelle que soit la beauté du texte, quelle que soit la qualité du texte, tant qu'il n'y a pas un dispositif de suivi concret, pas formel. Le suivi qui n'a pas été fait pendant une dizaine d'années, c'est ça? Bon, en tout cas, on veut le renforcer. Ah voilà. Très bien. Pour ce qui est de l'audit de la SORAS, comme vous le savez, donc on a tout récemment effectué une mission à la SORAS où on a lancé officiellement l'audit. D'accord. Quel est l'intérêt de l'audit? Il va nous dire combien a coûté réellement la SORAS. La SORAS. C'est bon à savoir. Comment elle a été gérée, quelles recommandations il faut formuler pour améliorer. D'accord. Cet audit va nous révéler quelque chose d'important. Parce qu'actuellement, l'une des charges, la SORAS, c'est le coût d'achat du brut. La formule de calcul d'achat ou de vente du brut à la SORAS date de 2011. Donc il y a une convention d'approvisionnement du brut à la SORAS. C'est ça. Cette formule de 2011 qui intervenait au début de l'exploitation. Mais aujourd'hui, beaucoup d'investissements ont été amortis. D'accord. D'abord le pipe domestique là. Le pipe domestique de Dagadem-Mazender de 462,5 km est amorti. Il est la propriété de l'État du Niger. Or, dans le calcul, le 2011 c'est normal, le 2011 n'est pas amorti. C'est inclus. Cela veut dire que l'audit va nous dire qu'est-ce qui reste à amortir. D'accord. Donc l'idée, c'est que le prix du brut à la SORAS va diminuer inévitablement. Puisque beaucoup d'investissements ont été amortis. De pas tout le même qu'en 2011. Ensuite, le second audit qu'on va réaliser, c'est l'audit de OPCO, le pipeline Niger-Bénin. D'accord. Pour ce qui est
insuffisances du texte actuel. Voilà. Tout à l'heure, je dis qu'on a un code attractif. Mais à vouloir trop attirer les investisseurs, on s'est affamé. On s'est fait piéger. En fait, on a accordé trop d'exonérations. À vouloir trop appâter les investisseurs, on s'est privé de beaucoup de choses, on a tout abandonné. Ça, c'est le premier grief. Le second grief, il y a une clause dite de stabilisation fiscale, comptable et financière. La stabilité, c'est une garantie. Hein, bien sûr. qu'on donne à l'opérateur que même demain, s'il y a une loi nouvelle, elle ne sera pas applicable. Et c'est le cas actuellement. Donc aujourd'hui, la grande AE de 2018, on considère un avenant. D'accord. Ça aurait pu être un contrat. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'était un avenant. D'accord. Comme c'est un avenant, elle est régie par le code de 2007. Alors qu'elle était intervenue après 2018. Il ne peut pas être appliqué. Comment? Il ne peut pas être appliqué, l'avenant. Non. En fait, c'est quoi la stabilité juridique? La stabilité juridique, fiscale et comptable, et douanière. C'est que, voilà, le contrat a été signé sous l'empire d'un texte déterminé à une époque déterminée. Si demain, il y a une nouvelle bien modifiée, les dispositions du secteur, elle n'est pas applicable au contrat. D'accord. C'est-à-dire on fige. Mais à l'expérience, on s'est aperçu que si les principes doivent demeurer, il faut peut-être un peu le tempérer. Il n'y a aucune flexibilité. Oui, puisque vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit que le contrat est signé pour une durée de 25 ans, enfin, renouvelable. Hein. 25 ans, on va continuer. Et ensuite, derrière, l'exonération est interdite aux sous-traitants. Sous-traitants du premier degré, du second degré, troisième degré, quatrième degré, de manière infinie. Et malgré tout? À l'opérateur, au sous-traitant, 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 sous-traitant. Donc bref, sur ce plan, donc la stabilité doit être un peu tempérée. Si le principe doit demeurer, mais il faut l'aménager, comme je l'ai dit, et le limiter dans son champ et dans le temps. D'accord. Monsieur le ministre, pouvons-nous avoir une idée des investissements réalisés à ce jour dans l'exploitation du pétrole nigérien et dans la même lancée, qu'en est-il de l'évacuation du pétrole par le port de Sémé au Bénin? On en a évoqué tout à l'heure. D'accord. On estime que plus de 11 milliards de dollars ont été investis dans le secteur pétrolier. Là, pour un peu éclater, la CNPC dit avoir investi 7 milliards 48 millions de dollars. Sous réserve d'audit. D'audit, oui. Puisqu'on n'a pas audité bien sûr. La construction des installations. D'accord. Sous réserve d'audit. Ensuite, WAPCO, le pipeline WAPCO, en tout cas, a coûté 2,32 milliards de dollars. Quoi. Ouais. Là également, il faut auditer. Il faut auditer. Parce arrêtez, pour WAPCO, d'ailleurs, ouais. Nous sommes en train de payer sur la base d'un coût prévisionnel, puisqu'on a commencé à exploiter. Bien sûr. Or, un coût prévisionnel. Oui, comme on n'a pas audité. Pas audité, on ne sait pas en définitive combien ça nous a coûté. Ensuite, CAFRA, à peu près 26 millions de dollars. En tout cas, 226 dollars. 300, en tout cas, dollars. CIPEX, Savaran, 200 quelque chose, sous réserve de l'audit. Toujours sous réserve. En fait, c'est quoi le problème? Le grand piège dans les 6 mois que j'ai passé, en réalité, le suivi doit être permanent. Voilà. Depuis la phase de prospection, même non, de prospection jusqu'à la phase d'extraction. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? Le partenaire on va l'autoriser à faire la prospection, on va l'autoriser à faire la recherche et on va l'autoriser à exploiter. Si on y prend garde, s'il n'y a pas un bon suivi, il peut avoir investi 1 milliard et dire qu'il a investi 50 milliards. Ouais. Et c'est un coût pétrolier. D'accord. Ça va impacter négativement ce que nous, on aura de notre quote-part. Donc, la SONDEP, également, qui est notre joyau national, a investi plus de 6 milliards.
D'accord. Voilà. L'acheminement du Brut. brut. Voilà, le port de Sémé au Bénin. Donc aujourd'hui, nous avons 14 cargos, 14 cargos. Servi. servis. D'accord. Le À la 15e, oui, à date. D'accord. Représentant combien de barils? Donc ça représente 14 138 316 millions de barils. Ok. Et la part de l'État est de 3 553 802 barils. Monsieur le ministre, quels sont vos rapports avec tous nos partenaires dans l'exploitation du pétrole et quelle est la contribution de ces derniers dans l'édification d'un système transparent et efficace dans le secteur pour ainsi mieux le pérenniser? Je vais parler ici de leur contribution dans l'organisation des audits, de la lutte contre la corruption et l'édification des règles de transparence et de traçabilité dans l'exploitation du pétrole. On a eu l'impression que depuis une dizaine d'années, c'est un peu de l'opacité qui règne dans ce secteur. Les rapports avec les opérateurs, les opérateurs peuvent penser qu'aujourd'hui, que nous voulons qu'il y ait un équilibre. Ça peut les froisser. Ils peuvent considérer que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est anormal. Alors que, en tout cas, les petites autorités, les chefs de l'État, on veut un équilibre. Tout à fait. C'est qui est normal, c'est qui est légitime. Un équilibre. C'est le pétrole du Niger, pas d'ailleurs. Hein. Un équilibre de manière progressive. Un équilibre en termes de contrôle local. Puisque, comme je l'ai dit, j'ai écrit à tous les opérateurs pour demander de nous transmettre la liste du personnel nigérien et expatrié, la liste des prestataires et les postes. En fait, c'est quoi le problème aujourd'hui? Vous avez parlé de transparence. Je ne veux pas vous dire que elle est la reine à la matière. Pour des raisons qu'on avait évoquées tout à l'heure. Peut-être que ça n'a jamais été la reine aussi. Puisque je vous avais dit que, en vertu du contrat d'association, donc l'État et l'autre titulaire ont délégué donc, le pouvoir à l'opérateur pour agir à leur nom. Voilà, comme je l'ai indiqué, à l'épreuve, on s'est rendu compte qu'il y a une asymétrie de l'information. Voilà, d'accord. Puisque il n'y a pas d'équité, d'égalité, d'abord entre employés expatriés et employés nigériens. Et comme je vous l'ai indiqué, pratiquement, c'est pas surprenant. Ok. Parce que c'est la même personne qui exprime son besoin, qui dépense et qui se fait payer. Et qui recrute ses prestataires. Donc c'est pas surprenant que dans ces conditions, qu'il y ait ces fluctuations que le rapport de lutte a dénoncé. D'accord. De manière récurrente, on n'invente pas. Ce que nous disons ici est épuisé des rapports de lutte. Pourquoi je dis que notre défi numéro 1, c'est de créer une équité salariale? Parce que non seulement les Nigériens qui travaillent sont mal payés, ça c'est sûr. mais aussi ils ne sont pas promis. Ils sont toujours à des postes subalternes. Ça c'est vrai aussi. Les députés ménagers, ils sont toujours opérateurs ou labour. C'est une injustice à réparer, selon vous? Oui, ça à réparer. D'accord. En tout cas, nous avons mis en place des dispositifs pour y remédier. Ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, puisqu'aujourd'hui, en tout cas, selon le rapport du TEN, l'opérateur n'a pas une comptabilité analytique. En tout cas, on n'a pas un logiciel pour qu'on ait une idée de coût de production. Et du coût d'amortissement. Qu'est-ce que c'est amorti? Parce qu'on dit que, c'est vrai que dans les 7 milliards-là, on dit que plus de 2 milliards sont amortis. J'allais l'oublier. 7 milliards, plus de 7 milliards que la CNPC avait investi, plus de 2 milliards sont amortis.
Il faut qu'on ait une visibilité sur ces 2 milliards-là. D'accord. Demandez quelque chose avant d'aller à l'autre question, hein, sur cette question de transparence dont vous avez fait cas tantôt, puisqu'on a vu pendant 12 ans hein, de l'exploitation du pétrole, il n'y a jamais eu, même à l'Assemblée nationale, on a vu les débats, c'est que cette question a été refusée pour poser le problème de l'exploitation du pétrole. Et pourquoi? Parce qu'on aurait dû le faire bien avant. Mais on a vu même à l'Assemblée ce débat sur l'exploitation du pétrole pendant plus de 10 ans n'a jamais été fait. Et à chaque fois qu'on pose les questions, les gens refusent de débattre. Pourquoi? C'est toujours par manque de transparence, on sait quoi exactement. Ce que je sais. Voilà. Qu'est-ce que vous savez? Ce que j'en sais. Quand il s'agit de construire le pipe, il y avait une loi de projet. D'accord. Autrement dit, et qui est d'ailleurs disponible sur le site du TUE. On a considéré que tous les avantages qu'offre le code des investissements peut-être ne sont pas suffisants. Le projet a encore accordé d'autres avantages à l'opérateur pour la mise en œuvre du projet de... Hors code d'investissement. Oui, quand vous regardez, il y a la loi du projet, où pratiquement on a accordé beaucoup d'exonérations spéciales à l'opérateur pour réaliser le pipeline export. Mais ça ne s'explique pas qu'on ne dise pas aux Nigériens qu'est-ce qui est sorti des recettes de pétrole à ce moment. Si on a fait ce débat à l'Assemblée, on saura où passe l'argent du pétrole. Parce que jusqu'ici, beaucoup se posent des questions, où passe l'argent du pétrole. Vous savez où se passe l'argent du pétrole? Nous pensons que, à l'avenir, peut-être que, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avenants, beaucoup de coûts qu'on a considérés comme étant des coûts pétroliers, alors que légalement, ils ne le sont pas. Bien sûr. Il y a beaucoup de dépenses externes, mais qui ne sont pas comme des pressions pétrolières. Bref, en tout cas, pour l'avenir. OK, pour l'avenir. En tout cas, nous comptons mettre en place un dispositif pour qu'il y ait une traçabilité, une transparence, et ensuite le suivi des recommandations ou des rapports d'audit. D'accord. Parce que comme je vous l'ai dit, déjà le cabinet avait rejeté 484 millions de dollars comme des coûts injustifiés. D'accord. Qui ne sont pas des coûts pétroliers récupérables. En tout cas... Et qui va les rembourser? Non, on va écrire à l'opérateur pour dire il faut ajuster. D'accord. Rembourser certains et ajuster certains. On va se contenter des systèmes d'écriture? Non. Mais en fait, quand on dit qu'il faut ajuster, ça va contribuer à contre notre quote-part, le facteur R. Enfin, ça ne sera pas un simple jeu d'écriture pour ajuster? Non. D'accord. En tout cas, il y aura un suivi pour que... En tout cas, il faudra tout pour que ça soit suivi des faits. D'accord. On va avancer, hein. Monsieur le ministre. La SONIDEP, comme la SORAS, connaissent quelques difficultés. Pouvez-vous nous faire l'état des lieux de la situation et quelles sont les dispositions prises par votre département ministériel afin d'y remédier? Parce qu'on l'a souvent vu, la SORAS accuse, pour dire les choses terre à terre, la SONIDEP de ne pas payer le pétrole qu'elle prend avec SORAS. Ça, on a vu ce débat, même par communiqué interposé entre les deux sociétés. Et de l'autre côté aussi, la SONIDEP, elle dit que ce n'est pas le cas. C'est où se trouve la vérité? Pourquoi il y a ne paye pas la SORAS? Ce couple vendeur-acheteur, oui, voilà. qui dit vente, dit souvent des frictions, des dettes. Enfin, oui, des dettes. C'est naturel. Oui, mais la SONIDEP, elle vend. Le pétrole, là, il est vendu dans toutes les stations au Niger et ailleurs. Voilà, c'est ça la vérité, puisque tout le monde vient à la pompe payer. Et où passe cet argent? Puisque la SONIDEP vend ce pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez. Oui, voilà. La SONIDEP, elle paye. Elle paye la SORAS. La SORAS. Enfin, il n'y a pas d'arriéré. Non, il y a d'arriéré. Voilà, ok. Antérieur. D'accord. D'ailleurs, on a mis en place un comité de dette croisée. Puis arrêtez. Aujourd'hui, la SORAS avance un montant. Ce montant doit être soumis à la contradiction. Bien sûr. Donc le comité, on a écrit à chacun des opérateurs de dire qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'on lui doit. Voilà, d'accord. La SONIDEP doit combien à la SORAS en ce moment? C'est beaucoup d'argent. On n'a pas le chiffre. Non, c'est d'accord. Attends, en fait, arrêtez. On n'a pas le chiffre. C'est ce que je souhaiterais. Bon, en fait, oui, voilà. C'est qu'en réalité, ce qu'il faut reconnaître, il n'y a pas de différence entre dette l'État et celle dette la SORAS. Oui, on est d'accord.
D'accord. Voilà. Donc, en fait, bon, c'est ce que la SORAS met en avant pour justifier ces difficultés. Mais en réalité, les problèmes sont ailleurs. Donc c'est un faux problème. D'accord. Ça peut être un problème, mais ce n'est pas, le seul problème. D'accord. Donc, la difficulté, la SORAS, c'est d'abord tout ce qu'on avait dit là. Expliquez, oui, voilà. D'accord. C'est-à-dire, voilà une société qui produit, qui vend. Donc chaque année, elle a un bilan déficitaire. Ouais. Comment l'expliquer? Oui, c'est pas normal, c'est juste. Bah, c'est pour dire que c'est pas seulement on veut mettre en avant les dettes Au niveau de la SONDEP. de la SORAS. Oui. Mais en réalité, le problème est ailleurs. D'accord. Voilà, Il est où concrètement le problème? Il est où? Le problème est au niveau de la gestion de la SORAS. Ouais. De la gestion. C'est ce qu'on avait dit là. C'est ça. Il y a des charges. Des charges. D'abord, outre le. Qu'on impute à la SONDEP. Non, la SORAS met en avant. C'est-à-dire, pour la SORAS, sa difficulté. C'est des faux fuyants en fait. Sa difficulté et sa seule difficulté, c'est le fait de ne pas recouvrer sa créance auprès de la SONDEP. On ne le nie pas. Oui, ok. Mais ce n'est pas la seule cause du problème de la SORAS. La SORAS souffre d'un problème de gestion. Monsieur le ministre, avez-vous mis en place un cadre approprié de mesures et d'appropriation de la performance des actions de votre département ministériel? Maintenant, on vient à un niveau macro là. Voilà. En réalité, et comme on l'a dit, donc l'État, à travers le ministère du pétrole, conçoit, il élabore, il met en œuvre et le suit la politique pétrolière du Niger. Donc, c'est l'outil opérationnel de l'État pour la mise en œuvre de la politique de l'État en matière pétrolière. Ce que nous avons mis en place comme dispositif pour qu'il y ait un résultat. Sachant que, comme on l'avait dit, à mon arrivée, je me suis rendu compte que tout est urgent. Tout est urgent. Et qu'il fallait des priorités. C'est quoi la priorité? Comment faire en sorte que les recettes de l'État soient améliorées? Comment faire en sorte que les Nigériens y travaillent, occupent les postes qu'ils doivent occuper? Comment faire en sorte que qu'ils aient des promotions? Comment faire en sorte que les entreprises, les PMI, puissent prester? Donc voilà un peu l'objectif ultime et fondamental, quoi. C'était l'urgence à gérer. Voilà, à gérer. Pour ce faire, ce que nous avons fait, c'est d'abord organiser les différents comités, comme je l'avais dit. Puisque tous les opérateurs sous contrat, CPP, doivent transmettre au ministère le programme de travaux et le budget pour l'année suivante. Donc nous avons dynamisé les équipes, puisqu'il y a un échange entre les parties, quoi. Donc, les parties, il y a des sous-comités techniques, quoi, par matière, quoi, budget. Voilà. Vous êtes inscrit dans l'anticipation. Voilà. Ensuite, il y a eu des sous-comités techniques, le comité de gestion qui réunit les trois parties. C'est une discussion très chaude. Cette dépense-là n'est pas justifiée. Ça. Ah oui. Et Dieu merci, en tout cas, ça a permis de d'élaguer beaucoup de dépenses qui étaient injustifiées, que s'il n'y avait pas cette vigilance, ça allait passer. Ça allait passer. Et ça allait jouer, sachant que toutes les dépenses jouent, bien sûr, impactent négativement. Et à l'arrivée, quand il s'agit de valider le projet, il y a beaucoup d'acquis, en fait, beaucoup de choses qu'on avait, beaucoup de points. Outre le fait que beaucoup de dépenses ont été élaguées, on avait ont été supprimées parce qu'elles ne sont pas justifiées pour cette année. D'accord. Sur l'assistance juridique, l'opérateur a un avocat qu'il paye et les frais d'avocat sont considérés comme étant les frais de coût pétrolier. Ouais. Nous avons exigé à ce que nous aussi qu'on ait la possibilité d'avoir un avocat. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, on avait négocié le contrat d'avance là, pour commercialiser ensemble le brut. Oui, d'accord. Or, ils avaient des avocats qui les guidaient. Qui les guidaient.
Et nous, on n'en a pas. Et les frais de l'avocat, là, sont des coûts pétroliers récupérables. Ouais. Or, ici, nous sommes en position d'intérêt. Bien sûr. Pardon? Or, nous, on n'avait pas ces avocats. Non, nous, on n'a pas pris d'avocat. On n'a pas pris d'avocat. De tout temps, on n'avait pas d'avocat. Non, on a des cabinets qui nous assistent. D'accord. Oui, on a des cabinets qui nous assistent. Ok. Mais il faut des conseils spécifiques. Bien sûr, bien sûr. Donc désormais, on a essayé d'obliger que l'État du Niger a droit à une assistance juridique. D'accord. Permanente. Oui, comme l'opérateur. C'est ça. Ok. Pour finir, hein, Monsieur le ministre, dans le cadre de la Confédération AES, avez-vous ou envisagez-vous une politique commune en matière d'exploitation des ressources pétrolières? J'avoue que, bien sûr, c'est une ambition. La Confédération, quand même, c'est notre espace commun d'intégration. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore discuté avec les autres. Le Mali et le Burkina Faso. Vos collègues ministres. Comme, vous savez, nous sommes les seuls pays producteurs de pétrole. Du pétrole. Et ils sont plus consommateurs que producteurs. Quoi. Nous n'avons pas oublié nos amis. Oui, bien sûr. Et voilà pourquoi, comme je vous l'avais dit, nous avons signé des conventions avec la SORAS pour vendre, en tout cas le gasoil ou en tout cas le produit affilié à un prix préférentiel. Je fonde l'espoir que dans les prochains mois, nous allons nous réunir pour définir une politique commune sous l'impulsion des plus hautes autorités. Monsieur le ministre, quel sera le mot de la fin? Nous allons mettre en place un dispositif de renforcement des capacités des acteurs nigériens, que ce soit le personnel, que ce soit les entreprises. Puis arrêtez, tout repose sur la compétence. Puisque quelle que soit votre richesse, si vous n'avez pas de ressources humaines, les entreprises capables de les porter, on sera toujours victime des investisseurs. Des abus. Des abus. Il y aura toujours cette asymétrie de compétences. C'est ça. Bien sûr que, inévitablement, on doit se faire accompagner par des cabinets, mais il faut que soi-même, qu'on soit capable de poser des bonnes questions. C'est ça. Il faut ne pas rater de quoi. Et c'est pour ça que nous sommes allés en Algérie. Ok. Nous avons la conviction que nos frères algériens sont disposés à nous accompagner dans le renforcement des capacités de nos acteurs, et en amont et en aval. Merci, monsieur le ministre. Et pour beaucoup plus de transparence, hein, je dois ajouter qu'il a manqué pendant plus de 10 ans dans l'exploitation du pétrole. Ou bien, monsieur le ministre. Oui. Et c'est sûr qu'avec le CNSP, cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Ah, oui. En tout cas, la volonté du CNSP, comme je l'ai dit, c'est d'équilibrer. Oui, tout à fait. Un équilibre pour que cette manne soit profitable aux populations. Ah oui, bien sûr. La souveraineté. On tend vers gagnant-gagnant. Voilà. D'accord. Gagnant-gagnant ne soit pas un vain mot. D'accord. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Et nous poursuivons cette série d'entretiens avec les ministres tout au long de cette semaine. Excellente soirée à tous. Au revoir.